7h36 sur la première, les Suisses ne veulent donc plus de l'énergie nucléaire, ils l'ont dit clairement dans les urnières en acceptant la stratégie énergétique 2050 à un peu plus de 58% des voix. Score qui soulage évidemment les partisans de la transition, tant la campagne a été virulente, particulièrement en Suisse alémanique aujourd'hui. C'est un vote historique, on l'a dit, qui pose encore beaucoup de questions sur notre avenir. On va voir de quoi il sera fait ou de quoi doit-il être fait cet avenir avec notre invité Roger Nordman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, conseiller national vaudois, socialiste. Vous avez été au cœur de la campagne, dont on a dit qu'elle avait été particulièrement virulente et on y reviendra. Vous êtes le président de l'association Oui à la stratégie énergétique 2050. Vous êtes président de Suisse Solar également. Vote historique, je crois que vous serez d'accord avec ce qualificatif, même si parfois on l'utilise à mauvais escient. On va se passer de l'énergie nucléaire à terme, on va aller encore plus vers le renouvelable. Qu'est-ce qui s'est dit hier dans les urnes? C'est un vote de raison de la part des Suisses, les Suisses qui n'auraient peut-être pas voté comme ça si on n'avait pas aussi d'aussi vieilles centrales nucléaires, et c'est comme ça qu'il faut le lire? Alors effectivement, je pense que l'âge de notre parc nucléaire a pu jouer un rôle parce que les gens ont vu cet hiver que la moitié de la production nucléaire était en panne. Et donc c'est devenu tout d'un coup très concret qu'elle pourrait tomber en panne. Ça a beaucoup joué pour le oui, ça. Ça, je pense que ça nous a aidés. Mais l'aspect fondamental, je crois, c'est que après Fukushima, on a décidé d'essayer, surtout, disons, au PS, de vouloir collaborer avec les autres partis plutôt que de lancer la énième initiative antinucléaire qui aurait échoué de peu dans les urnes. Et pan pour les Verts. Non, pas forcément, parce que c'est une autre démarche. Ils ont essayé de limiter dans le temps. Moi, j'ai aussi soutenu cette initiative, mais on était conscient que de toute façon, elles étaient vieilles. Déjà en 2011, le problème apparaissait et qu'il fallait absolument avoir une coalition solide et que pour gagner, il fallait avoir un plan de remplacement pour l'énergie nucléaire, donc avec du renouvelable, des mesures d'efficacité, un projet global, un grand projet crédible. Et on a construit ça. Alors c'était long, hein. On a mis plus de 5 ans de travail jusqu'à arriver au vote final du Parlement. Ensuite, il y a eu la période référendaire, mais je crois que ça a payé cette approche modérée mais globale et on a tous fait des concessions. Le PDC a fait des concessions, les bourgeois démocrates ont fait des concessions. Il y a des radicaux alémaniques qui ont soutenu ça activement, comme Peter Schilliger de Lucerne ou Rudi Noser. Ça a été possible que grâce à ces concessions qu'on s'est faites mutuellement. Eux, ils auraient bien voulu ne pas interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires. Nous, on a dû accepter qu'il n'y ait pas de délai, puis on a dû se mettre à faire des compromis aussi sur la façon de soutenir les énergies renouvelables. Mais à la fin, c'est ça qui a donné la solidité au projet, qui a donné l'élan. Et puis, c'est vrai que c'est plus facile à défendre avec Doris Leuthard que contre Doris Leuthard, ça c'est clair. Oui, on l'a dit, j'ai vu ce commentaire, c'est la Roger Federer de la politique, elle gagne quasiment tout ce qu'elle touche, 14 votations sur 16, hein, si on fait un peu le compte-rendu des combats, comme pour la boxe. Alors, 2050, c'est tout, c'est demain ou juste après-demain, c'est dans 33 ans, Roger Nordman. Et on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant que c'est accepté? C'est quoi la priorité des priorités? Bon, d'abord, on doit adopter les ordonnances, c'est-à-dire les prescriptions de détail sur la façon de soutenir les renouvelables, sur la façon d'encourager le bâtiment. On a le cadre légal, il faut adopter ces détails. Ce sera fait en principe par le Conseil fédéral pour le 1er janvier 2018. Et le dispositif entre en vigueur. Puis alors, à partir de là, ce qu'il faut, c'est accélérer, c'est concrètement donner le OK pour les projets d'énergie renouvelable, soit dans la RPC conventionnelle pour ceux qui seront encore, soit avec la contribution unique pour les projets solaires, de façon à accélérer un peu le rythme d'investissement actuel. Ça, c'est un des aspects. Et puis l'autre aspect, c'est accélérer dans le bâtiment. Là aussi, c'est prévu. Là, les cantons devront encore adopter la déductibilité fiscale sur 2 ans. Donc, au niveau des cantons, le temps qu'ils transmettent ça dans le droit cantonal, ça prendra encore 2 ans probablement. Mais le programme d'assainissement, donc le programme de subventionnement qui a augmenté, ça, il peut être augmenté dès le 1er janvier 2018. J'imagine que c'est ce que fera le Conseil fédéral. Puis après, il y a des tas d'autres petites choses, des normes techniques sur des appareils électriques qui devront être adoptés, etc., qui produiront peu à peu leur effet. Mais je crois qu'il y a aussi un effet général de la décision de principe qui clarifie le cadre juridique. Maintenant, les entreprises électriques, elles savent qu'on ne retournera pas dans le nucléaire, etc. Donc, ça, c'est tout ce qui découle directement de ce paquet. Après, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Vous n'avez pas parlé de l'énergie hydraulique pour l'instant, parmi les priorités. Alors l'énergie hydraulique, ce qu'il y a dans le paquet... On sait qu'elle est en crise quand même. Alors, ouais, ce qu'il y a dans le paquet est assez simple. C'est cette prime de maximum 1 centime pour ceux qui doivent vendre sur le marché de gros à perte. Ça, ce n'est pas une solution durable. Elle aide maintenant temporairement. Et là-dessus, il y a eu des premières discussions en commission qui ne sont pas totalement abouties sur la façon dont il faut réformer ce qu'on appelle le marché électrique, qui est d'ailleurs un marché qui dysfonctionne totalement. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des coûts de production à 6 centimes
mais que vous avez un marché à 3 centimes, puis que vous devez vendre votre énergie à 3 centimes, vous ne pouvez pas durer très longtemps comme le secteur barrage. perd massivement de l'argent, ça on le sait. Donc là, c'est quoi? La stratégie énergétique prévoit 600 millions sur 5 ans pour le secteur, plus 60 millions d'aides à l'investissement. Ça ne va pas suffire, ça. Alors, les 120 millions, c'est une aide temporaire pour les maintenir la tête en dehors de l'eau, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis, l'aide à l'investissement, ça c'est autre chose. Ça va durer, ça dure jusqu'en 2031. C'est de façon à ce qu'on rénove les barrages, à ce que, dans certains cas, on construise des nouveaux lorsque c'est encore possible. Ça reste. Mais la question fondamentale, c'est pour l'hydroélectrique existante, il faudrait un système où quand on achète de l'électricité, on paye les coûts effectifs de cette hydroélectricité. On est en Suisse avec une situation paradoxale, c'est-à-dire que les ménages et les PME, elles payent le prix complet, mais ceux qui sont sur le marché de gros, ils profitent d'un prix qui n'a rien à faire avec les coûts. Donc vous défendrez ce système, Roger Nordman, pour les barrages? Non, ce que je défends, c'est une réforme du marché, parce qu'il dysfonctionne complètement actuellement, avec peut-être de nouveau des éléments monopolistiques à réintroduire. Mais par contre, on n'a pas encore un projet concret sur la table qui permette vraiment de résoudre sérieusement ça. Il y a une première proposition qui a été esquissée par notre commission, donc la commission de l'environnement du Conseil national, qui sera le 31 ou le 30 mai au Conseil national, mais qui n'est pas encore aboutie. Je crains qu'elle soit renvoyée encore. Quand vous dites élément monopolistique peut-être à réintroduire par rapport à l'hydroélectricité, vous pensez à quoi? Je pense que pour le fait de garder des réserves, pour le fait d'exister, le fait qu'un barrage existe, le fait qu'il soit disponible en hiver, quand on a besoin de pointe de courant, ça mérite aussi d'être indemnisé parce que ça a aussi des coûts. Alors, tant que le prix du marché de l'électricité était suffisamment élevé, ils faisaient une marge qui leur permettait de couvrir l'existant. Mais comme on est de plus en plus dans un monde où le coût marginal d'une unité additionnelle d'électricité est bas, ce qui fait que le prix sur les marchés de gros est bas, eh bien, ce système fonctionne à perte et ça pose à terme un problème de sécurité d'approvisionnement. C'est pour ça qu'il faut ici trouver une solution. Vous n'allez pas la trouver avec tout le monde, cette solution-là, qui paraît assez radicale. Enfin, revenir au monopole dans le domaine des barrages. Ouais, les gens sont en train de bouger, les gens sont en train de se... Par exemple, pour faire un exemple concret, est-ce que une installation comme Nom de Drance, qui est une super installation de pompage qui sera mise en service dans environ une année, qui est décisive pour la sécurité d'approvisionnement, pour avoir à chaque instant suffisamment d'énergie, mais qui par contre ne fait pas beaucoup de bénéfices, parce qu'en achetant du kilowattheure à 2 centimes et demi, puis en le vendant à 3 centimes et demi, elle ne peut pas s'amortir, mais elle est décisive pour la sécurité. Donc à un moment, il faut se décider si on veut financer ces installations ou si on renonce à la sécurité. Et puis, on peut même imaginer que la réserve que constitue la grande Dixence, elle est aussi une valeur en soi, d'avoir un térawattheure de stocké au cœur de l'hiver, disponible en tout temps, c'est quand même très précieux. Alors oui, absolument, Roger Nordman. On y reviendra à ces énergies renouvelables. Après l'hydroélectricité, on va parler du solaire et de l'éolien. Mais il y a quelques commentaires, non pas dans la presse suisse, mais dans la presse allemande, en l'occurrence. Le oui à la stratégie énergétique n'est pas qu'accueilli avec un certain... Enfin, est accueilli, je vais y arriver, avec un certain scepticisme dans la presse allemande. Vous l'avez lu, Sandra Zimmerli. Oui, après la NZZ, pour laquelle ce oui conduit à une politique agricole bis, des producteurs qui, comme les paysans, se transforment en simples mendiants de subventions, eh bien, pour la Frankfurter Allgemeine aussi, la Suisse a certes bricolé pendant 6 ans pour arriver à cette nouvelle loi, mais voilà, ce qui mijote longuement n'est pas forcément bon. Le Parlement, avec le soutien de différents lobbies, n'a fait que ficeler un gros paquet de subventions. D'ailleurs, ça fait longtemps que la politique énergétique suisse manque de courage pour des principes d'économie de marché. La libéralisation de l'électricité s'est tout simplement perdue en route. De plus, un accord avec l'Union européenne donnerait à la Suisse bien plus de sécurité que cette loi dirigiste et qu'à moitié cuite, à laquelle les citoyens ont pourtant dit oui. Intéressant cette position allemande. Qu'est-ce que vous répliquez à ça, Roger Nordman? C'est la position reprise de la NZZ, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est l'équivalent de la NZZ en Allemagne. Ils ont toujours été contre, et quand ils perdent, en général, leur concept, c'est de changer le peuple. Mais sur l'accord avec l'Union européenne, c'est une piste intéressante, non? Donc, je veux dire, leur critique, c'est la même qu'il y a eu pendant toute la votation. Ils ne sont pas d'accord, c'est leur libre droit. Mais voilà, je veux dire, la décision est prise. Mais sur l'Europe, l'accord avec l'Union européenne. L'accord avec l'Union européenne, effectivement, il augmenterait la sécurité, ça c'est certain, parce que ça permettrait d'acheter des surplus allemands plus facilement et de vendre nos surplus plus facilement et puis d'améliorer l'interconnexion. En même temps, on a un problème actuellement parce que si on est
pour ça obligé de faire une libéralisation totale, et que cette libéralisation totale fait dysfonctionner encore plus le marché électrique, alors on n'y a vraiment rien gagné. Alors mieux vaut pas d'accord. Ouais, je m'explique concrètement. Aujourd'hui, on a la moitié en gros, de la production est écoulée au prix coûtant à des consommateurs finaux, captifs, qui payent le prix. Et ces entreprises vont correctement, elles peuvent investir, elles peuvent renouveler. Et puis ceux qui sont sur le libre marché, ils sont complètement strangulés aujourd'hui parce qu'ils perdent avec chaque kilowattheure qu'ils vendent. Donc est-ce qu'on veut généraliser le système qui dysfonctionne ? Moi, je ne crois pas. Si, ça n'a pas de sens. Donc si on veut aller en direction d'un accord avec l'Union européenne là-dessus, on peut le faire, on peut même envisager une libéralisation totale, mais alors il faut un autre dispositif qui garantisse le financement de l'existence des installations hydroélectriques, parce que juste libéraliser, pour à la fin avoir l'entier du secteur en faillite au lieu d'en avoir que la moitié, ça n'a vraiment aucun sens, malgré les théories de la congrégation de la doctrine de la foi néolibérale à la NZZ. Ça, c'est vous qui le dites. Roger Norman, vous je le pense, ouais. Oui, vous le pensez probablement. C'est bien de dire ce qu'on pense ou de penser ce qu'on dit. Bon, vous avez gagné donc cette campagne qui a été très ardue. On y viendra dans quelques instants. On entendait les opposants, les anti-éoliennes, Dieu sait qu'il y en a pas mal, représentés notamment par Philippe Roch, ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Il va falloir, éclairez-nous si vous avez des chiffres, Roger Norman, il va falloir mettre combien d'éoliennes pour arriver au but atteint. L'objectif est que l'énergie éolienne couvre 7% de la consommation électrique en Suisse contre 0,2% aujourd'hui. Alors, Philippe Roch parle de 800 et 1000 éoliennes à terme. Est-ce que ce sont aussi vos chiffres ? Éclairez-nous là. Bon, alors, ça, c'est des chiffres. En admettant qu'on ait des éoliennes d'environ 2,5 mégawatts, donc des éoliennes qui ressemblent à celles qu'il y a dans la vallée du Rhône, à peu près. Si on veut faire l'entier de ces 4,3 TWh avec des éoliennes, il en faudrait 1000 de la taille de celles qu'il y a dans la vallée du Rhône, à peu près. Alors maintenant, il y a quand même deux, trois facteurs. Elles deviennent plus grandes, donc la surface balayée est plus grande, ce qui fait que par éolienne, ça produit un peu plus, qu'ils en font moins. Mais elles sont plus grandes, donc plus visibles. Ouais, sur la hauteur, oui, un peu sur la hauteur, mais c'est surtout ce qui change, c'est la taille de la surface balayée par les pales. C'est ça qui est déterminant pour la production. Maintenant, la stratégie énergétique, elle ne prescrit pas de part stricte entre le solaire, l'éolien et autres. Donc la question décisive, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'hiver ? Une des alternatives, si on veut moins d'éoliennes, ce serait de dire on rehausse un peu les barrages et puis on stocke 1 TWh de plus dès l'été à l'hiver, et puis ça on n'a pas besoin de le faire avec l'éolien, on le fait, alors il faut alors faire plus de solaire pour disposer du solaire. Une option aussi qu'on a toujours, c'est comme d'importer un peu plus de courant en hiver si on veut. La stratégie énergétique est faite dans sa globalité pour essayer de ne pas augmenter notre dépendance aux importations hivernales, mais c'est vrai que sur la côte atlantique de l'Europe, il y a et en mer du Nord, il y a plus de production, beaucoup plus de production éolienne en hiver qu'en été. Mais vous arrivez à les mettre, toutes ces éoliennes, 1000, il en faudra encore plusieurs centaines. Les opposants à ces éoliennes ne vont absolument pas désarmer. Au contraire, la défaite d'hier va peut-être encore les renforcer. Avec toutes les procédures qui auront en cours, ça va être un combat homérique. Vous n'y arriverez pas. Je connais bien ces combats et ces procédures homériques, puisque je soutiens plusieurs projets de parcs éoliens, dont celui de la vallée de Joux, notamment celui de Valorbe, ou bien le projet de Barasson en Valais, ou le projet du Nofnon, qui lui a pu être construit. Oui. C'est vrai que c'est très difficile. Donc on peut craindre que ça avance beaucoup trop lentement, et donc qu'on se retrouve dans une situation où on a plutôt un excès d'importation en hiver. Alors effectivement, une des options, comme je disais, ce serait de stocker plus, d'arriver à stocker plus, d'utiliser des nouvelles technologies de stockage. On a aussi la possibilité de transformer des excédents estivaux en gaz et de les retransformer en électricité l'hiver. Ça, c'est aussi des solutions qui sont possibles. On verra à quelle vitesse ça se déploie. Il faut aussi dire que quand le Conseil fédéral a articulé ce chiffre de 4,3 TWh, donc de remplacer un sixième du nucléaire par de l'éolien, il n'a jamais pensé que le solaire serait aussi bon marché. Alors c'est vrai que maintenant, en fait, l'aide dont il y a besoin pour construire du solaire est plus petite que l'aide dont il y a besoin pour construire de l'éolien. Et ça pourrait plaider pour construire plus de solaire, surtout que le solaire produit quand même en hiver 1/3 de sa production sur le semestre d'hiver. Et puis avec ce surplus, plus du stockage,
avoir moins d'éoliennes, plus de solaire. On verra. Il n'y a pas tout qui est figé dans le marbre. Ça dépend aussi du succès concret des projets sur le terrain. On ne peut pas construire une éolienne tant qu'on n'a pas les plans, l'approbation des plans et tant qu'on n'a pas surmonté un éventuel référendum local. Et quand je vous entends, je me dis que 2050, c'est pas réaliste. C'est dans 33 ans, c'est après-demain. On n'y arrivera pas. Il y a quand même beaucoup de projets qui ont déjà bien avancé dans les procédures. Ils ne sont pas encore aboutis. Mais c'est vrai que la dynamique prise n'est pas celle prévue en 2011. Le solaire va beaucoup plus vite et l'éolien va moins vite. Mais l'éolien, il a quand même un avantage crucial en Suisse, c'est qu'il produit 60% de son énergie en hiver. Et ça, c'est quand même un avantage qui est important. Après, il y a peut-être aussi des choix sur les lieux d'implantation. Par exemple, la proximité des barrages existants, l'exemple montre qu'il y a beaucoup moins de résistance parce que c'est un barrage qui existe déjà. C'est un contexte qui est déjà entamé au point de vue paysager. Un mot sur la campagne quand même que vous avez organisée, Roger Nordman. Vous vous attendiez à quelque chose d'aussi virulent avec, comme vous l'avez dit de votre côté, des fake news, ces fausses informations qui ont circulé, y compris dans la campagne du non officiel. Est-ce que vous attendiez à mener une campagne aussi dure ? Alors oui, moi je m'attendais à mener une campagne très violente des pronucléaires, je m'attendais à devoir affronter une campagne très violente des pronucléaires, parce que pour eux c'était vraiment la fin. C'est la vraie motivation, je pense, de M. Blocher. Quand je l'ai affronté en débat en mars à la télé suisse allemande, ça m'a paru évident que c'était ça qui allait ressortir, même si au début il disait le contraire. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai demandé aux membres de Suisse Solar pendant 3 ans de payer une cotisation spéciale pour faire une caisse de guerre. Vous avez mis combien d'argent dans la campagne Suisse par rapport Solar, aux opposants? Suisse Solar, on a mis 600 000 francs dans la campagne, mais vous dites la campagne globale. La campagne globale, c'est combien par rapport à celle des opposants? Elle est maintenant nettement au-dessus de 3 millions. Oui. Je ne sais pas si on atteint les 4 millions, on verra quand on aura consolidé. Et les opposants, on a dit 10? Moi, je pense qu'ils sont autour de 10, ouais. Ce que je n'avais pas modélisé, donc je m'attendais à une campagne très agressive des pro-nucléaires. Ce que je ne m'attendais pas, c'est une campagne basée sur les fake news, les bananes, la douche froide, etc., qui prenaient vraiment les citoyennes et les citoyens. Mais ça n'a pas passé, c'est peut-être un bon signal pour la réaction des Suisses, là? En Suisse romande, ça a pas passé. Il faut dire que les médias ont fait leur boulot, ils ont décortiqué ces annonces, ils ont ramené le débat à ce qu'il était, c'est-à-dire d'abord un projet pour l'approvisionnement énergétique du pays. Donc le contexte était bien meilleur en Suisse romande. En Suisse allemande, on a le problème que M. Blocher a racheté la Basler Zeitung, que la Weltwoche est devenue vraiment un journal extrêmement partisan, puis ça imprègne aussi le reste de la scène médiatique suisse-alémanique. Et il y a eu un peu un problème de focus. En Suisse alémanique, on avait parfois l'impression qu'il s'agissait d'un débat uniquement sur de l'argent. On parlait plus d'environnement, on parlait plus de sécurité d'approvisionnement énergétique, etc. On parlait plus de nucléaire à un moment. C'était vraiment difficile. On a d'ailleurs corrigé sur la fin de la campagne le débat en rappelant que derrière cet agenda, il y avait un agenda pro-nucléaire, ce qui a, je pense, d'ailleurs contribué à remobiliser le camp du oui en Suisse allemande. Mais je suis très soulagé qu'on ait gagné dans la plupart des cantons suisses alémaniques. Roger Nordman, il y a des grosses votations ces derniers temps, mastodontes. On a eu RIE 3 qui concernait la fiscalité, on a celle-là, la stratégie énergétique, et puis il y a Prévoyance 2020 qui s'annonce aussi. Est-ce qu'on peut tirer des plans sur la comète? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le non à RIE 3, le oui à stratégie énergétique et le point d'interrogation, le vote sur la Prévoyance 2020? Est-ce que ça augure d'un résultat, ça? Écoutez, ça me rend plutôt optimiste sur l'acceptation du projet de consolidation de l'AVS, parce qu'effectivement, sur lequel on votera en septembre. Parce que, en fait, RIE 3, le projet, il avait été rendu complètement excessif, déséquilibré pour utiliser les mots de Mme Winberschlumpf au Parlement. Et donc, il a été largement rejeté, alors malgré le fait qu'on n'avait que 1 million contre environ 10 millions pour la campagne. Donc, le peuple suisse a bien compris l'enjeu. Celui-là, malgré une campagne très violente sur l'énergie, il a passé. C'était un projet ambitieux, complexe, parce qu'il était vaste, à long terme. Mais les gens ont bien compris que le statu quo était plus possible. C'est-à-dire que nos centrales nucléaires étaient vieillissantes. Donc il fallait de toute façon faire quelque chose, que juste refuser et ne rien faire, ça n'allait pas. Et finalement, le projet a été accepté. Et pour l'automne, en fait, on a aussi un problème de vieillissement de la population et départ à la retraite des baby-boomers, donc des gens nés dans les années 60 qui seront des cohortes très nombreuses qui vont... c'est une grosse sollicitation pour l'AVS, et donc c'est indispensable de renforcer le financement de l'AVS
on a un problème dans le deuxième pilier que tout le monde constate, c'est-à-dire que les rentes baissent. Et ici aussi, il faut prendre des mesures, sinon il y a des caisses de pension qui font faillite. Donc il y a une certaine similitude. Et je vois que je pense que le peuple suisse est capable de comprendre qu'un problème vaste et complexe qui s'inscrit dans la durée, il faut aussi une solution vaste et complexe qui doit être négociée, forcément. Alors on dira un mot des élections vaudoises quand même dans un instant, mais il y a une autre votation très commentée dans la presse romande, cette fois Valérie Dro, c'est l'enseignement des langues à l'école primaire. Beau combat. Et si l'anglais avait sauvé le français, se demande le commentaire de 24 heures et la Tribune de Genève. C'est peut-être tout simplement la peur de voir l'anglais repoussé au secondaire qui a fait pencher la balance pour que les Zurichois conservent l'enseignement de 2 langues étrangères au niveau primaire. Soulagement, souligne le Temps, mais du chemin à faire encore. Cette campagne a montré que l'enseignement du français au primaire n'a toujours pas le soutien des enseignants. Presque le dernier mot, mais pas encore, note La Liberté, à lire aussi dans le Courrier. Il est temps que politiciens et citoyens, qu'ils soient parents ou non, reconnaissent que l'enseignement des langues n'est pas qu'un sujet pédagogique. Quant aux alémaniques, ils ont tendance à oublier toute la dimension symbolique des langues nationales. Alors un bref commentaire sur ce sujet, Roger Nordman, avant de partir sur les élections vaudoises. Si j'étais un jeune enseignant roman, j'irais passer quelques années à Zurich pour enseigner le français à Zurich. C'est ce que ça me donne envie de faire, parce qu'il mérite ça. Je trouve que c'est une excellente décision, et il mérite tout notre soutien pour améliorer l'enseignement du français dont on entend beaucoup de critiques, c'est vrai, en Suisse alémanique. En Suisse romande, on a fait des monstrueux progrès dans l'enseignement de l'allemand par rapport à l'époque où j'étais à l'école, je le vois avec mes enfants. Et peut-être qu'il y a le même effort à faire en Suisse allemande. Alors, les élections vaudoises, c'est Slamarel élu, Madame Métro réélue, et puis ce ticket Nicolas Chevalet Isabelle Chevalet, verte libérale, qui n'a pas pris. Vous attendiez à ça? Comment vous expliquez ce qui s'est passé hier? Mais je crois que une alliance, elle doit avoir une certaine cohérence. Et franchement, vous savez que j'ai beaucoup d'antipathie pour les positions de l'UDC. J'ai une certaine sympathie pour les positions des Verts libéraux parce qu'elles sont justement éloignées de l'UDC. Si on regarde par exemple sur l'ouverture, les rapports avec l'Europe, sur les étrangers, sur l'environnement, même sur la politique sociale, on peut discuter avec les Verts libéraux, alors que l'UDC, c'est la dérégulation totale, baisse de l'AVS, etc. Les positions sont tellement éloignées que le ticket, il n'était pas crédible. Il faut avoir une certaine proximité. Déjà que l'alliance entre le PLR et les UDC, alors, elles fonctionnent plus ou moins au niveau cantonal, mais en fait, ils sont en contradiction frontale sur beaucoup d'objets au niveau fédéral. Et si vous faites à la majoritaire une alliance trop large, elle commence pour gagner le plus de voix possible, et puis que cette alliance a un problème de crédit, vous échouez. Elle a un problème de crédibilité. C'est ce qu'il y a eu là. L'électeur typique des Verts libéraux, il est allergique à la position de l'UDC, même maquillé sous le label agrarien et vaudois. Mais c'est comme l'UDC dur. Il vote à 93% comme M. Coppel, Jacques Nicolet. Et puis les gens le sont bien. Donc c'est une alliance qui ne peut pas avoir de sens. On vous entend. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Roger Nordman. Le combat va durer encore pour appliquer cette stratégie énergétique 2050 acceptée par plus de 58% des votants hier dans les urnes. Vous étiez le président de l'association Oui à la stratégie énergétique qui a mené la campagne. Vous êtes aussi le président de Suisse Solar. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée. Bonne journée, merci.